puisque il fallait parler de paix, il fallait parler de transmission. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cellule humaine, qui est un joyau de paix, mais c'est aussi un cheval de guerre. Vous allez voir à quel point, à travers cet exposé, nous allons retourner très fort dans l'infiniment petit, puisque nous allons parler de la cellule. Donc, on va être très en amont de ces merveilleux échanges qu'on a eu jusque maintenant, depuis ce matin. Oui. Donc, à émotions différentes, systèmes nerveux cérébraux différents. Très important, puisque les neurosciences, comme vous voyez, nous montrent comment des systèmes cérébraux différents travaillent pour produire la colère, la tristesse, le bonheur. Tout ça fait partie de réseaux cérébraux qui sont différents, mais qui se jonctionnent en permanence. Ainsi donc, c'est vers la fin du XIXe siècle que M. Darwin, encore lui, William James et surtout Freud, ont longuement décrit les différents aspects de l'émotion. Mais ils sont restés vagues sur l'aspect cérébral de leurs idées. On a vu hier pourquoi. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, on a notamment le professeur Jean-Jeu, dont on vient de parler, M. Joyeux, Jean-Didier Vincent, de la passion des hormones, et le docteur Braverman, qui a sorti un bouquin magnifique sur 100% du cerveau. Eh bien, ces gens nous ont permis d'aller beaucoup plus loin, et vous allez comprendre comment ça commence dans l'infiniment petit, tellement vivant, tellement dynamique. Ainsi donc, en reprenant le texte magnifique que nous avons vu hier avec nos amis dans la table du sacré, eh bien, nous avons vu qu'il nous disait que l'Orient, c'était essentiellement les émotions et l'Occident, les pensées. Ben, vous voyez qu'ils sont indissociables parce qu'au niveau du cerveau, l'hémisphère gauche est essentiellement pensée et l'hémisphère droit est essentiellement émotion. En dominante, parce que nous en avons tous les deux. Mais nous aurons des dominantes d'un côté ou de l'autre qui seront inversées, sinon que nous sommes gauchers ou droitiers. Vous voyez que ça commence très vite. La symétrie anatomique, mais l'asymétrie fonctionnelle. Nous continuons. Et vous avez vu à quel point c'est important quand nous avons entendu ce cours magnifique sur les prématurés. Donc, si vous coupez le cerveau en deux, nous sommes ici, on me coupe en deux là au mieux, et nous arrivons dans ce qu'on appelle le système limbique, qui est le système par excellence de l'émotion, qui va rassembler toutes les émotions. Donc, les deux hémisphères sont reliés ici par le corps calleux, comme de la colle, et juste en dessous, vous avez le thalamus, la glande pinéale, très importante, l'hypothalamus, le thalamus qui est le je, celui qui va diriger tout l'ensemble, conscient si possible, avant qu'il n'arrive au cortex. Mais surtout, là, nous avons l'hypothalamus, celui qui contient tout ce qui nous fait vivre, le plaisir des sens et qui nous fait vivre tous ces sens. Ainsi donc, la lactation va surtout être gérée par des hormones qui sont fabriquées là-bas au niveau du thalamus médian, de l'hypothalamus médian, qui s'appelle la sérotonine, dont je vais vous parler pendant quelques minutes. Et en dessous, bien sûr, nous aurons l'hypophyse, qui est l'ordinateur du bord du corps humain. Ainsi donc, les neuromédiateurs, la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, ainsi que le GABA, ont une action activatrice et d'autres, notamment le GABA, ont une action inhibitrice. Vous savez, on retrouve un peu cette notion du yin et du yang partout et même en sciences pures. Ainsi donc, les neuromédiateurs principaux, que sont la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline et l'acide GABA-butyrique, ce sont des substances bien compliquées peut-être pour certains d'entre vous, qui vont gérer complètement le fonctionnement de notre cerveau jusqu'en périphérie, jusqu'au bout d'un petit doigt, pour certaines de nos hormones. Ainsi donc, cette sérotonine extraordinaire, qui va être fabriquée au niveau de l'hypothalamus, donc du cerveau sensoriel, du cerveau émotionnel, du cerveau surtout instinctif, et qui tient toute notre vie raisonnée et surtout raisonnable en main, de là, elle va gérer la sociabilité, la bonne humeur, la sérénité, la mémoire, le raisonnement, l'initiative, l'anticipation, le sommeil, la libido, les ongles, les fanères, les cheveux, l'hormone de croissance. C'est pas mal. On continue. Cette sérotonine, bien sûr, dès qu'elle lâche, dès qu'elle n'est plus en concentration suffisante, va engendrer tout de suite l'irritabilité, la colère, la violence, l'insomnie, la dépression et même le suicide. Si vous êtes thérapeute, vous savez que ce sont des mots qui reviennent constamment chez nos patients. C'est pour ça que je le mets en évidence. Donc, c'est important de parler de ceci. La dopamine et la noradrénaline sont les neurotransmetteurs de l'action et de la vigilance, donc du comportement motivé. C'est les poils qui hérissent quand on a peur, quand on est tous aguets. Par contre, leur dysfonctionnement va diminuer l'activité de l'organisme et baisser son énergie et va engendrer de la dépression et bien sûr de la fatigue générale. Ça, c'est un des premiers symptômes. Vous savez combien nous avons nos patients et des gens que nous aimons souvent qui disent « Qu'est-ce que je suis fatigué ? Qu'est-ce que je suis fatigué ?» Ça revient tout le temps aussi, ce mot. Ainsi donc, si notre sérotonine nous fait défaut, nous entrons vers, bien sûr, l'extrême, le comportement suicidaire, mais on peut en parler même sans le faire, l'impulsivité, l'agression,
les troubles de la personnalité, le comportement alimentaire, les troubles de la compulsion obsessive, la crise d'anxiété, le changement d'humeur saisonnier, la dépendance à l'alcool et le chocolat, ou parfois même le pain et bien d'autres choses, c'est la solitude, les systèmes de sérotonine, donc va régulariser les fonctions biologiques basiques telles que le sommeil, l'appétit, le rythme circadien, notamment la synthèse de la mélatonine qui va nous faire dormir dès que nous nous couchons dans le noir le soir, et bien sûr la cognition. Si cette sérotonine est là, maintenant c'est beaucoup plus positif, nous entrons avec son puissant effet satiétogène. Mais pas seulement, elle va activer le renouvellement de notre peau, elle améliore la qualité du sommeil, assure une meilleure tonicité musculaire, assure le bien-être et la sérénité, antidépresseur et augmente la libido, et enfin assure une meilleure circulation, surtout capillaire. Vous voyez à quel point cette sérotonine nous transmet pas mal de notions qu'on pourrait appeler petit bonheur quotidien. Ainsi donc, pour notre cellule humaine en bonne santé, 10 000 milliards de cellules fonctionnent avec le même rendement. Nous avons 10 000 milliards de cellules, notre corps, et 100 000 milliards de germes dans notre intestin. Tout ce système va gérer 2% de radicaux libres qui sont sécrétés par nos soupapes, les mitochondries, et vont gérer notre capacité anti-inflammatoire, c'est-à-dire anti-souffrance, bien sûr, notre fonction antibiotique naturelle et l'apoptose. Ainsi donc, les 2% de radicaux libres, vous voyez qu'il nous faut fabriquer des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ce qui sort de la cellule, comme les pots d'échappement de notre voiture. Vous savez que si votre voiture est bien réglée, elle règle un certain taux de CO, de CO2, eh bien, notre cellule libère aussi un bon déchet qui s'appelle les radicaux libres, mais seulement 2%. Et ces 2% vont gérer toutes nos capacités antibiotiques, vont gérer notre effet anti-inflammatoire extrêmement puissant, l'apoptose, c'est notre programmation de vie cellulaire. Nos cellules vivent 30 jours, sauf celle de l'intestin, 2 jours. Pourquoi? Parce que l'intestin gère 85% de notre immunité. Donc, dès qu'il ne va pas fonctionner, il va nous mettre en danger. Ceci en est le reflet. Ainsi donc, nous faisons 50 milliards de cellules tous les 24 heures. Pour gérer tout ça, notre cellule, double membrane, oui, on a mieux fait qu'une voiture, on a 2 carrosseries. Cette cellule est constituée donc de tous ces petits ronds que vous voyez enfilés. Ce sont les oméga 3, les oméga 6. Ce sont les graisses polyinsaturées, très importantes puisque vous voyez qu'ils gèrent la vie de notre cellule et sa consistance, et on en fait 50 milliards par 24 heures. Toutes ces oméga 3, oméga 6 sont enfilées sur du cholestérol. Vous voyez qu'il faut beaucoup de cholestérol pour être en bonne santé puisque nous faisons 50 milliards de cellules toutes les nuits. Il faut du sacré carburant et beaucoup de matières premières pour gérer tout ça. Et beaucoup d'oméga 3 et des oméga 6. Le problème, c'est que vous voyez qu'en plus, cette cellule, il y a des canaux. Ce sont les bouches. Nous avons une bouche et un anus. La cellule en a 1 million. Et cette cellule, ces canaux, ce sont des protéines. C'est pour ça qu'il nous faut un minimum de 15% de protéines animales par 24 heures pour gérer la synthèse de nos bouches et de nos anus. Par ces bouches et anus, les aliments rentrent à 450 km/h, c'est un prix Nobel 87. Et les radicaux libres, qui sont nos déchets cellulaires, entre autres, vont sortir aussi à 450 km/h. Et toujours 2% si la cellule fonctionne bien. Il se fait que cette cellule, si elle a beaucoup d'oméga 3, elle va être souple, presque fluide, aussi fluide que de l'eau du robinet. Donc vous imaginez, avec une telle fluidité, la capacité avec laquelle nos aliments, nos nutriments, puisqu'ils seront déjà digérés, vont rentrer dans notre cellule et la faire vivre, mais nous allons aussi voir à quelle capacité notre cellule va pouvoir éliminer régulièrement ces déchets. Ainsi donc, ces 2 membranes, ces 2 colliers de perles, sont des oméga 3, des oméga 6, enfilés sur du cholestérol, ce qui permet d'avoir une cellule extrêmement étanche. La cellule est tout à fait étanche, elle ne fonctionnera que par ses canaux et par ses communications avec le monde extérieur dans lequel elle baigne, c'est-à-dire la lymphe. Ces 10 000 milliards de cellules, comme je viens de vous dire, constitueront donc les membranes cellulaires, donc gérées avec des oméga 3, des oméga 6. Maintenant, ces oméga 3, nous allons les consommer, ces oméga 6, nous allons les consommer. Mais une fois qu'ils sont consommés, ce n'est pas tout. Ils ont une sacrée histoire avant d'aboutir où ils doivent arriver. Soit sous forme de réserve, que seront les membranes de nos cellules, c'est là que vont aboutir nos fameux oméga 3, nos oméga 6, mais ce n'est pas tout. Ces oméga 3, ces oméga 6 vont être transformés pour fabriquer nos fameuses hormones, soit anti-inflammatoires, ces fameuses hormones du bonheur, qui vont gérer tout ce qu'on vient de raconter de si beau jusque maintenant, mais aussi gérer, notamment les oméga 6, si nous avons trop, la formation d'hormones inflammatoires, celles qui vont causer nos problèmes et parfois nos graves maladies et notre mort. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est le foie qui va gérer tout ça. La suivante. Ainsi donc,
cette fameuse apoptose, cette capacité de suicide programmée de la cellule vive grâce aux 2% de radicaux libres, va permettre donc aux cellules de se régénérer tous les 30 jours, tous les 2 jours pour l'intestin. Donc vous voyez comme on est remarquablement programmé quand on est en très très bonne santé. Ainsi donc, tout cela va constituer, si tout fonctionne bien au niveau entre autres cérébral de notre corps, le support de nos émotions. Et vous allez voir comment. Ainsi donc, si nous avons beaucoup d'oméga 6, vous voyez que le trépied des cellules, les membranes des cellules sont très rigides, et là vous avez beaucoup de graisse, toutes ces graisses que nous mangeons, notamment les trans et les oméga 6. Et si nous mangeons beaucoup d'oméga 3, voilà, ils se situent, nous avons des membranes très fluides. On passe à la suivante. Et là-bas, qu'est-ce qui arrive? Malheureusement, depuis quelques décennies, on nous a amené des acides gras oméga 6. L'huile de tournesol, l'arachide, le cartame, maïs, l'huile de pépin-trésor, etc. Et pour couronner tout, on mange beaucoup moins de poissons. Il y en a qui vous diront, bah, il est pollué. Il y en a qui vous diront qu'il est trop cher. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que le goût de la viande a quand même attiré pas mal de monde aussi. Donc en ce moment-là, chez nous, contrairement à beaucoup d'autres pays, eh bien, plus notre progrès, entre guillemets, augmente, moins nous avons d'oméga 3. Alors vous voyez où je veux en venir au niveau cérébral. Ainsi donc, pour vous rappeler ce que c'est quand même qu'un oméga 3, il faut quand même dire un petit peu la définition des choses, c'est que quand vous êtes dans un grand magasin et que vous voyez dans ce magasin plein de choses fraîches, des tomates, des radis, des concombres, de la viande crue, du poisson cru, et toutes ces bonnes choses, eh bien, vous mangez des oméga 3. Beaucoup d'oméga 3, mais végétaux, on est bien d'accord, ou animal si c'est de la viande ou du poisson. Maintenant, dès que cet aliment va être cuisiné, un petit peu modifié, donc tout ce qui est emballé, donc vous voyez quand vous arrivez à la caisse avec votre caddie, eh bien tout ce qui est emballé, c'est déjà des oméga 6. Ça devient dangereux parce que ces oméga 6, quand ils vont dépasser le rapport de 3 oméga 6 pour un oméga 1, pour un oméga 3, nous allons avoir des membranes rigides. C'est embêtant, ça va commencer à diminuer la fluidité des membranes, donc empêcher nos canaux de fonctionner. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Ainsi donc, chez les Esquimaux et dans les villages de pêcheurs japonais, nous avons un rapport oméga 3 inférieur ou égal à 1. Tout ça est merveilleux décrit dans le livre de Jean-Paul Curtet, Okinawa. Je vous recommande à lire pendant vos vacances de Noël. Chez nos ancêtres de l'âge de la pierre, on était à 1, parfois moins. Pourquoi? Parce que tout ce que nous mangions à l'époque, c'était sauvage, c'était pas pollué. Tout ce que nous mangions était des oméga 3 purs. Comme actuellement, quand vous mangez du gibier et que vous laissez encore bien rosé, c'est quand même pas mal d'oméga 3, sauf si c'est du gibier d'élevage, évidemment. C'est autre chose, c'est comme les saumons d'élevage. On est refait. Mais partons de vrai gibier. Pour rappel, donc une personne qui a entre 12 et 15 kg de surpoids, on a déjà un rapport de 15 oméga 6, oméga 3. Vous voyez? Et en dessous, c'est le diabétique où je mets qu'il y a 50 oméga 6 pour un oméga 3. Donc vous voyez déjà, et la population en France, en Europe en moyenne actuellement, est de 11 à 16 oméga 6 pour un oméga 3. Ce qui signifie que nous avons tous nos milliers, nos centaines de milliers de membranes assez rigides. Donc nous allons avoir nos canaux qui vont mal fonctionner et notre cellule va accumuler des radicaux libres. Et bien sûr, énormément d'hormones inflammatoires gérées par ces oméga 6 qu'on va appeler également des prostaglandines de guerre et d'eutrocytokines. Vous allez voir. Ainsi donc, ces fameuses substances protectrices que sont les antioxydants vont être fabriquées pour nous aider à régénérer nos cellules tous les 30 jours, pour notre intestin, notre immunité tous les 2 jours. Le problème, c'est que si nous avons trop de membranes rigides, c'est-à-dire trop d'oméga 6, les radicaux libres ne savent pas sortir puisque les canaux sont bouchés. Et nous allons donc avoir un taux croissant de radicaux libres, 4%, 6%, 10%, et nous allons manger suffisamment d'antioxydants. On appelle les antioxydants, ce sont nos pompiers qui vont nous protéger des radicaux libres. Malheureusement, si nous avons une alimentation riche en oméga 6 et pas assez riche en antioxydants, c'est-à-dire en dépanneurs, en pompiers, nous allons entrer dans ce qu'on appelle le stress oxydatif. Nous allons commencer à tomber dans l'inflammation. L'inflammation, c'est l'art de souffrir. Et vous voyez qu'elle commence très vite, qu'elle commence dans notre petite cellule. Ainsi donc, ces radicaux libres sont des générateurs de cytokines, c'est-à-dire de molécules porteuses de l'inflammation. Et elles sont toutes petites, et on en fait des milliards et des milliards par seconde, il y en a aussi des milliards qui s'éliminent, mais on en régénère tout le temps. Ainsi donc, dans les cellules du cerveau, si l'accumulation de ces fameuses cytokines ou synthèse de cytokines, on va malheureusement empêcher
la fameuse synthèse de sérotonine. Vous voyez les premières images que je vous ai montrées, voilà où tout ce que notre alimentation, que je viens de vous décrire, peut malheureusement aboutir. Alors ça, c'est bien embêtant. Ainsi donc, regardez bien, on dépend de peu de choses. Si le matin, nous avons un logiciel qui nous dit que le corps veut le matin des acides aminés et de la graisse. Et si le matin, nous mangeons des acides aminés riches en tryptophane, le tryptophane est un des 20 acides, dont notamment les 10 acides aminés essentiels, ce tryptophane, pendant que nous mangeons nos graisses, l'insuline à faible dose, elle sera à faible dose, puisque l'insuline ne monte que quand on mange du sucre. Donc si le matin, nous ne mangeons pas de sucre du tout, notre insuline sera très basse, et vous allez voir ce qu'elle va faire, l'insuline, elle va capter nos acides aminés essentiels pour nos muscles. Alors n'oubliez pas qu'il y a 6 millions d'années, c'était essentiel que les hommes soient très forts. Ils devaient défendre leur famille, ils devaient aller chasser, et ils devaient surtout défendre contre les prédateurs. Donc il leur fallait beaucoup de force très vite le matin, comme maintenant aussi d'ailleurs. Si ce n'est pas dans nos muscles, c'est dans notre tête. Et automatiquement, cette insuline, qui était très basse, puisque le matin, ils ne mangeaient que de la graisse, ils mangeaient des oméga 3, ils mangeaient des acides aminés, et crus par-dessus le marché, parce qu'on connaissait pas le feu. On est resté 5 850 000 ans sans feu. On mangeait du cru, donc on mangeait des bourrées d'oméga 3 à l'époque. Et bien grâce à cela, on ne faisait pas monter son insuline, et tous les acides aminés passaient directement via notre bouche et notre intestin, dans les muscles et dans la peau, parce que c'est cette petite insuline à toute petite dose qui en faisait le transporteur. Vous voyez l'importance de respecter notre logiciel. C'est toujours pareil maintenant. Et en plus, on avait le tryptophane, lui, qui ne suivait pas. Lui, le tryptophane n'allait pas dans les muscles. Il profitait que tous les acides aminés étaient transportés par l'insuline vers les muscles. Le tryptophane allait au cerveau. Et dans le cerveau, le tryptophane est tout de suite synthétisé en sérotonine. Vous voyez ce qu'il faut? Il ne faut pas grand-chose pour faire de la sérotonine dès qu'on se lève le matin. Simplement écouter le logiciel de vie. Simplement maintenant que si le matin nous mangeons sucré, au réveil, regardez où ça amène, on n'a plus du tout le transporteur d'acides aminés vers nos muscles. Bingo, là on est perdu. On n'a plus de force qui entre dans notre corps ni dans notre cerveau, puisqu'à ce moment-là, nous n'avons plus la capacité de faire monter notre tryptophane dans le cerveau, puisque le tryptophane va rester couplé aux autres acides aminés. Et à ce moment-là, notre cerveau ne sera pas heureux du tout. Il n'y a pas de synthèse de sérotonine. Les triglycérides que nous avons mangés le matin, les sucres vont se transformer en triglycérides. Regardez votre prise de sang. Ces triglycérides vont nous faire prendre du poids. Nous allons avoir une faible synthèse de nouvelles cellules, puisque pas d'énergie, une rétention d'eau intracellulaire et bien sûr une prise de poids et un mal-être psychologique émotionnel, puisque le cerveau va se retrouver dès le début de notre journée dépourvu de ce qu'il adore, qui est la base de notre vie émotionnelle positive, notre fameux transmetteur qui est la sérotonine. Oui. Ainsi donc, si nous n'avons pas de sérotonine au réveil, après le petit déjeuner, qu'est-ce qui se passe? Après notre bonne tartine de confiture, notre petit croissant bien sucré, agréable et tout, fringale puissante 1 heure après, et puis asthénie physique, mentale, mal-être, puis syndrome d'impatience. Regardez le nombre de gens qui ont des coups de pompe à 10, 11 heures midi, c'est grave. On n'a pas fait grand-chose, qu'on est déjà fatigué, toujours ce mot fatigue, plus tout le reste. Regardez à travers l'Europe et le monde, plus vous avez des gens, moins ils mangent d'oméga 3, regardez le taux de proportion de dépression et d'état de mal-être. La dépression sera dans 3-4 ans peut-être la première maladie mondiale. C'est incroyable, encore avant le diabète, encore avant le cancer, tellement cette situation s'aggrave de carence en oméga 3 et de surcharge en oméga 6. Donc si notre foie fonctionne bien, revenons à lui, il va simplement lui profiter de nos oméga 3 que nous avons mangés, là, les fameux oméga 3 végétaux, et lui, le foie, s'il fonctionne bien, il va les transformer en protéines ou en molécules de paix, qu'on appelle les molécules anti-inflammatoires, qui sont extrêmement puissantes, qu'on appelle les prostaglandines de paix. On est facile à les reconnaître, elles ont des chiffres impairs, PGE3, PGE5. Par contre, le foie, si nous lui donnons beaucoup d'oméga 6, il va transformer malheureusement ces oméga 6, donc tout ce qui est emballé, etc., il va les transformer en protéines, en molécules de guerre inflammatoires, qu'on appellera les prostaglandines de guerre, la 4 et la 6. Et si nous avons beaucoup d'hormones de paix, on va les appeler comme ça, elles vont générer ces hormones, des milliers d'hormones anti-inflammatoires. Et si nous sommes en hormones de guerre, voilà, nous sommes dans les hormones inflammatoires, je dis bien. Ça, c'est quelque chose d'important que je voulais vous dire, qui est tout à fait nouveau. C'est une découverte et qui a été confirmée par la France. Donc, chez Madame Sophie Layet, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an,
à Bordeaux, donc on a découvert quelque chose de très intéressant. Oui. C'est que l'interleukine A, qui est une de ces fameuses hormones inflammatoires qui dépend notamment des oméga 6, va entrer dans le cerveau, comme je vais vous l'expliquer, puisque malheureusement on était en excès d'oméga 6, et là-bas, ces hormones inflammatoires, entre autres les prostaglandines 2, les prostaglandines de guerre, et toutes les hormones inflammatoires libérées par le corps périphérique, c'est-à-dire la fièvre, une inflammation, une infection, un cancer, de la chimiothérapie, la prise d'antibiotiques, la prise d'anti-inflammatoires, la prise d'un médicament chimique. Ces substances vont générer dans le cerveau, malheureusement, des molécules inflammatoires et elles vont dans le cerveau activer au niveau de notre hippocampe, vous voyez que je vous ai montré la première photo, et bien quoi, la synthèse d'autres hormones inflammatoires qui vont commencer à stimuler une petite sonnette qu'on appelle NF-κB, n'oubliez jamais. Cette NF-κB, c'est une petite sonnette et quand il y a beaucoup de sonnettes qui sont activées dans les cellules du cerveau émotionnel, eh bien elle va activer dans le noyau tous les gènes de l'inflammation. Et c'est à ce moment-là que nous entrons dans une inflammation généralisée et dans un très 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 mauvais fonctionnement du cerveau qui nous conduit à la déprime et à bien de tristesse, l'agressivité, etc. Tous les signes que je vous ai montrés, les premières photos. Peut-être la dernière. Et voilà, cette NF-κB, elle engendre une immensité de voilà, tout ce qui va fabriquer des hormones inflammatoires vers le cerveau et qui va activer tout un mécanisme inflammatoire et qui va gérer des maladies. Regardez, il y en a un paquet. Et tout ça à cause de l'activation de NF-κB dans le cerveau. Alors, quelle est cette découverte extraordinaire du laboratoire de Bordeaux? Eh bien, c'est que Mme Layet a prouvé que toutes nos hormones périphériques, celles qui venaient de toutes nos sensations périphériques, du mal-être et d'une mauvaise alimentation, et de médicaments et de chimie, passaient dans le cerveau. Ceci est tout nouveau parce que jusqu'à ce jour, le premier livre de M. Georgiou disait d'ailleurs que notre barrière hématoencéphalique était complètement imperméable. Maintenant, nous savons que toutes les hormones inflammatoires que nous fabriquons en périphérie vont aussi dans le cerveau. C'est comme ça que disait très bien mon prédécesseur, que toutes les pulsions tristes de guerre que nous allons recevoir dans le ventre de notre mère seront déjà en train, avant de naître, de stimuler son NF-κB dans notre cerveau. C'est ça que je voulais vous exprimer aujourd'hui, que cette transmission par la cellule de plein de bonnes choses peut aussi engendrer, par l'accumulation de trop d'accumulation d'NF-κB, une méchante inflammation et pas mal de maladies, de tristesse, et de voir à quel point toutes nos jeunes générations sont accablées aussi. Ici, c'est magnifique, et ça, tout le monde va se sentir concerné, c'est que chaque fois que vous utilisez une thérapie, qu'elle soit la chirurgie, qu'elle soit l'énergie médicale classique, celle que j'ai appris à l'université, que ce soit toutes les énergies parallèles, les médecines parallèles dont vous avez utilisé, que vous utilisez si vous êtes naturopathe, etc., si vous faites de la gémothérapie, de l'acupuncture, de l'homéopathie, eh bien, tous elles aboutissent à l'inhibition des NF-κB, les petits sommets de la souffrance. C'est pour ça que beaucoup, quand vous faites intelligemment votre métier, nous le faisons bien, parce que nous désactivons exactement tout ce qui est à l'origine de l'inflammation et de la souffrance du cerveau. Voilà. Merci beaucoup.